Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au point de marché Wall Street Insider. Vincent Gann pour vous retrouver. Good Morning CAC 40 ce matin à 9h15, un focus sur l'once d'or et sur l'euro-dollar, un morning meeting sur lequel j'ai évoqué d'autres marchés. Nous allons cette fois-ci étudier exclusivement les graphiques intraday. Les bougies japonaises ont donné 4 heures avec une paire euro-dollar qui a atteint donc l'objectif que nous avions évoqué ce matin, les 1,0950 $, un pivot mis en avant par l'analyse technique avec 1 euro soutenu par la perspective de voir des réformes cruciales engagées par la Grèce et validées par le groupe de Bruxelles, le nouveau nom donc de la Troïka. Cet après-midi, les statistiques américaines sont attendues à 15 heures dans l'immobilier résidentiel ancien. C'est demain que se joue par contre la journée la plus importante en ce qui concerne les statistiques américaines, avec l'estimation initiale du régime des prix au mois de février ainsi que les commandes de biens durables. Ce sont des statistiques qui sont attendues demain. Je vous rappelle que plus que jamais depuis le 18 mars et l'abaissement des perspectives de relèvement des taux d'intérêt aux États-Unis, le marché sera hyper sensible aux statistiques US puisque la moindre déception pourrait entraîner des pressions baissières sur la dynamique du dollar américain. Voilà donc pour l'introduction, je n'en dirai pas plus. Cet après-midi, nous allons essayer de nous concentrer aussi sur la livre sterling qui est sous pression depuis que une partie du comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre envisage une baisse des taux d'intérêt, et c'est clairement du 50-50. Mieux vaut éviter les achats de GBP. Quant à l'euro GBP, il confirme son rebond technique depuis les 0,70. Je pense que l'euro GBP peut rejoindre les 0,75 sterling. J'en parlerai à l'aide d'un graphique de long terme et à l'aide de graphiques de court terme. Et cet après-midi, naturellement, des choses sont attendues du côté de l'euro. Un discours de Mario Draghi, gouverneur de la Banque Centrale Européenne, devant la commission monétaire du Parlement européen, ainsi que M. Tsipras, Premier ministre de la République grecque, qui doit donc donner des précisions sur des réformes structurelles envisagées la semaine dernière avec Angela Merkel, François Hollande et le président de la Banque Centrale Européenne ainsi que de la Commission Européenne. Voilà donc pour cette introduction fondamentale. Prudence donc sur le GBP, mais trêve de blabla. Passons donc au vif du sujet et à ce que fait l'euro-dollar. Je pense que le son et l'image fonctionnent normalement. Sinon, voilà, image. Alors, le son est là maintenant. N'hésitez pas à penser à augmenter le son aussi de votre côté. Donc, concrètement, que dire? Eh bien, le mot data dependent clairement joue. Le dollar US s'est stabilisé depuis la semaine dernière. Selon les contrats futurs négociés sur le CME, la bourse de Chicago, les anticipations de relèvement des taux d'intérêt aux États-Unis sont reportées. Le dollar US est sous pression et pourrait l'être davantage si les statistiques US déçoivent. L'hypersensibilité aux statistiques US est donc de mise, notamment sur le marché des changes. Les statistiques immobilières à 15 heures demain, des stats encore plus importantes. Et puis bien sûr, au début du mois d'avril, le prochain rapport NFP sur le marché du travail aux États-Unis. L'euro-dollar, nous avons envisagé via un article sur notre site ce matin la possibilité que ce marché rejoigne les 1,0950. C'est un pivot, attention, ce n'est pas pour autant un point de short agressif, eu égard, je dirais, au news flow et à la dynamique des prix favorable à l'euro sur le court terme. Ce qui va compter, c'est la clôture journalière de part et d'autre de ce pivot. Alors, laissez-moi vous rappeler d'une part pourquoi les 1,0950 sont un niveau de premier rang, et d'autre part, laissez-moi insister sur le positionnement des clients et traders particuliers chez FXECM dans le monde à travers les données de notre SSI. Je viens d'aller les chercher, elles sont à jour et datent donc de 13h tout à l'heure, heure de Paris. Premiers éléments, qui me surprend et qui fait que finalement le niveau des 1,0950 a une importance encore plus importante, plus forte que le chartisme le suggère, c'est que depuis la reprise de l'euro-dollar, rebond technique depuis le milieu du mois de mars, notamment depuis le 18 mars et ces nouvelles perspectives de politique monétaire aux États-Unis, c'est le positionnement des traders particuliers à l'achat et à la vente avec un réservoir des acheteurs qui tend à diminuer, et au contraire le réservoir des vendeurs se remplit à mesure que le taux de change augmente. Alors clairement, si le réservoir des capitaux vendeurs se remplit lorsque le taux de change augmente, arrivera bien un moment où ce réservoir des capitaux vendeurs sera à ras-bord, ce qui pourrait à ce moment-là entraîner une cassure de résistance sur l'eurodoll. Sauf que pour le moment ce n'est pas le cas. L'eurodoll arrive au contact d'un pivot très important. Je vais revenir sur les graphiques intraday et vous expliquer pourquoi. Mais voilà, en tout cas, ici,
les toutes dernières données de positionnement des traders particuliers chez FXCM, et je retiens notamment ici le réservoir des capitaux vendeurs, 66% à la vente sur l'euro-dollar, et généralement il faut être à contre-pied du positionnement des traders particuliers, ici relevé donc par les données de notre SSI. Je vous posterai ces chiffres cet après-midi sur notre site via un court article dans la foulée de la clôture de ce point de marché Wall Street Insider. Alors, l'euro-dollar, 1,0950, pourquoi est-ce important? Il s'agit tout d'abord d'une ligne de tendance baissière ici en place depuis le 16 décembre. Je vais revenir ensuite dans un second temps sur l'euro GBP. Donc, c'est un élément chartiste net et sans bavure, un point de contact ici avec cette ligne de tendance baissière. À cela s'ajoute la présence d'un indicateur technique que vous utilisez peut-être, Ichimoku, et notamment l'importance de ce qu'on appelle la Kijun Daily, qui couvre les cours depuis le printemps 2014 et le rejet sous les 1,40 $. Comment fait-on pour afficher sur un graphique intraday les éléments Ichimoku d'horizon temps supérieur? Pas compliqué, on ajoute l'indicateur. J'ai insisté à l'aide de cette couleur sur la Kijun, data source, et vous sélectionnez D1. Ce qui fait que vous allez pouvoir apposer sur votre graphique en données 4 heures l'indicateur technique Ichimoku en données journalières. Et donc nous retrouvons cette fameuse Kijun D1 qui capte donc la progression des cours depuis essentiellement les 1,40, les 1,39, 70 quoi. Alors on a fait parfois quelques incursions au-dessus, mais sans que cela dure. Et la voici donc précisément, on peut réaliser qu'elle fonctionne particulièrement bien justement depuis la mi-décembre. Le marché à chaque fois qu'il va la chercher bute, et désormais elle est plate, à l'image d'ailleurs de cette Tenkan, et c'est pourquoi ce matin j'ai établi que ce marché évoluait dans un range de court terme entre 1,0750 $ et 1,0950 $, dans l'attente que soit la partie EUR de euro-dollar se décide, ou que soit la partie USD de EUR-USD se décide. La partie euro va dépendre de ce que Mario Draghi va raconter au Parlement européen, va dépendre des avancées avec le gouvernement grec, et d'autre part, la partie USD va tout simplement dépendre des statistiques américaines. Et notamment, pour commencer cet après-midi, des chiffres dans l'immobilier résidentiel ancien aux États-Unis au mois de février. L'immobilier résidentiel ancien aux États-Unis est attendu en progression au mois de février d'environ 2%, après un mois de janvier qui était négatif. En clair, si le marché ne prend pas connaissance d'un taux de variation positif des ventes dans l'immobilier résidentiel ancien aux États-Unis au mois de février, dollar US pourrait être sous pression et mécaniquement verrait euro-dollar attaquer ce fameux pivot que nous visions d'ailleurs ces dernières heures à 1,0950. Alors, l'euro-dollar est à la croisée des chemins. Je pense que pour des stratégies de marché qui ont pu accompagner ce rebond, et notamment bien délimité par cette ligne de tendance haussière ici qui est en place depuis le 15 mars, vous avez au niveau des 1,0950 tout de même un bel objectif de cours qui a été atteint par le marché. Prudence donc par rapport au comportement des cours dans cette zone, et la clôture D1 sera majeure. Si nous avions une clôture D1, je dirais satisfaisante, et qui se ferait donc au-dessus des 1,0950, et bien à ce moment-là, nous aurions un marché capable de tendre en direction des 1,14. Par contre, rester couvert par cette oblique de résistance, avoir un rejet du type de ce que nous avions eu ici le 18 mars, eh bien nous aurions un retour en direction de cette ligne de tendance haussière qui place depuis le 19 mars et qui se situe à l'heure actuelle, eh bien justement aux alentours des 1,0750. Donc, voilà en tout cas la façon dont je peux décortiquer ici la structure de l'euro-dollar. Et avouons, admettons que les données de positionnement des traders particuliers chez FXCM suggèrent la possibilité de ne pas écarter le scénario d'une cassure haussière des 1,0950, notamment si aujourd'hui les choses avançaient du côté de la Grèce, et surtout si Mario Draghi confirmait au Parlement européen le fait que la Banque Centrale Européenne ait relevé ses perspectives du niveau de l'activité au sein de la zone euro pour les années 2015, 2016 et 2017. Euro-dollar, voilà donc en l'état la vue de marché que je pouvais vous livrer. Laissez-moi maintenant revenir
sur un cross que j'évoque un peu moins, le taux de change euro-GBP. Le FTSE 100, représentatif de la bourse de Londres, du marché britannique, des actions britanniques, a donné un signal d'achat. J'ai beaucoup parlé de ce marché la semaine dernière, anticipant la cassure haussière des sommets historiques. Les sommets historiques sur le FTSE 100 se trouvent ici. Précédent sommet historique à 6950 points, le FTSE 100 a réalisé une cassure haussière de ces sommets historiques. Lorsque nous sommes en tendance haussière et qu'on casse une résistance d'un signal d'achat, j'estime que le FTSE peut rattraper son retard vis-à-vis des actions de la zone euro, et en ce qui concerne la zone euro, l'IBEX va déployer de la surperformance, puisque l'IBEX a réalisé justement une cassure haussière de ses sommets de l'année 2014. C'est pourquoi je m'intéresse énormément à ces deux marchés. D'autre part, ce qui a énormément bénéficié aux actions zone européenne, on peut citer de nombreux éléments, mais notamment le fait que le prix de l'énergie se maintienne sur un niveau bas, et ça fait partie, c'est probablement la zone économique fortement importatrice d'énergie qui en bénéficie directement. D'autre part, la dépréciation générale du taux de change de l'euro a créé un effet mécanique très positif pour un certain nombre de grands exportateurs et notamment au sein de l'industrie. Mais finalement, pas seulement. Même au sein même de la zone euro, cela facilite les échanges entre pays de la zone euro, puisque d'autres monnaies dans le monde se renchérissant, eh bien certains produits que des pays de la zone euro pouvaient importer en externe de la zone euro, ils peuvent arrêter et s'adresser finalement à un produit appartenant à la zone euro. Le FTSE 100 peut bénéficier de la nouvelle faiblesse relative de la livre sterling depuis la modification des perspectives de politique monétaire en provenance de la Banque d'Angleterre. L'analyse technique suggère que le FTSE 100 peut aller plus haut, signal d'achat, cassure des sommets historiques, target que j'envisage depuis la semaine dernière dans l'immédiat, cette extension à 0,618, la résistance des 7153 points, mais probablement cette année 7700 points. Environ 10% de progression. À l'image de ce qu'a fait le marché action suisse, en réalisant une cassure haussière ici, la semaine dernière, des 9293 points. La livre sterling a probablement encore une marge de baisse, notamment face à l'euro, sur le court terme. Je vous montre ici un graphique de court terme. Alors étant donné que dans l'émission Wall Street Insider, nous n'étudions pas des graphiques de long terme en temps réel, je vous propose ici des captures d'écran. Donc vous avez sous les yeux un graphique en données hebdomadaires de l'euro GBP. C'est une capture d'écran qui a été réalisée en début d'après-midi, qui vous rappelle ici l'évolution de l'euro GBP depuis presque la parité, 1 euro égale 1 GBP, on avait fait 0,98. Et puis depuis la baisse au sein de ce canal, et en réalité à 0,70, c'est la partie basse du canal qui a été atteint. 0,70 sterling, c'est aussi un niveau de prix ici horizontal. On peut observer la présence du même type de canal chartiste ici sur l'indicateur technique RSI. Le marché rebondit dans la partie basse, je pense, en m'appuyant sur ce chart et sur la structure de la reprise, avec un chandelier japonais en avalement haussier hebdomadaire. La semaine dernière, il y a un bullish engulfing ici sur l'euro GBP en données hebdomadaires. Alors, j'ai le sentiment qu'euro GBP peut pousser davantage, probablement en direction des 0,75 sterling, en m'appuyant ici sur ce graphique de long terme. À plus court terme, désormais, on retrouve ici ce qui s'apparente, il ne faut pas exagérer non plus, à une forme de reprise en V-bottom. Alors, sur ce chart ici, j'ai fait apparaître la fameuse partie basse du canal en question, le canal hebdomadaire que je viens de vous montrer, il passe juste là. Et donc, au-dessus des 0,70. En intraday, ici, là, en H4, l'euro GBP donne plutôt un signal technique positif en franchissant le niveau des 0,7285 ici. Je pense que l'euro GBP pourrait pousser en direction des 0,75. Donc ça, c'est quelque chose que je surveille ici sur l'euro GBP. Et j'aurais tendance à, je dirais, déconseiller d'adopter des stratégies de vente, quand bien même on pourrait trouver des obliques de résistance. Nous avons quand même désormais sous nos pieds cette structure de reprise impulsive au-dessus des 0,70. Et j'aurais donc finalement tendance à dire, ici sur l'euro GBP, d'ailleurs il n'y a aucune divergence, donc c'est plutôt bien orienté, que j'essaierai d'exploiter ce niveau-là, 0,7270
0,7285. Donc 0,7270, 0,7285 pour envisager la capacité de l'euro GBP à pousser davantage. Alors attention, parce que dans l'euro GBP, il y a forcément l'euro-dollar. Mais voilà, si j'estime que cet après-midi, Mario Draghi pourrait au Parlement européen confirmer les anticipations de la Banque Centrale Européenne, qui ne sont pas forcément extraordinaires pour l'évolution des prix en 2015, 0%, mais qui le sont nettement davantage en 2016 et en 2017. Donc, je pense que Euro-GBP, dans le cas d'un pullback sur support, que je viens de mentionner, peut être intéressant, d'autant plus que le FTSE dépasse ses sommets historiques, ce qui intègre en partie, je dirais, des perspectives de dépréciation de la livre sterling, ou au moins de reprise technique. Eurodoll 1,0950, objectif atteint, c'est un pivot majeur. La clôture journalière de part et d'autre de cette zone sera décisive. Alors étant donné que je parle beaucoup du GBP et qu'il est sous pression, d'autres paires de devises le montrent. Tout d'abord le GBP USD qui a brisé le support des 1,92, brisé les 50% de retracement ici. Le GBP AUD va probablement rejoindre la partie basse de ce canal de hausse en place depuis le 8 septembre. GBP AUD qui devrait continuer de consolider jusqu'à ici 1,8920, toujours couvert par la MM20 et avec donc ici ce niveau horizontal là. Donc voilà, le GBP AUD est sous pression, le GBP CAD a vraiment du mal à se stabiliser sur ses précédents sommets historiques, enfin en tout cas ceux de l'année 2014. Le GBP NZD a lui cassé un support à 1,9771, il retombe. Et je pense que, et surtout, il a réintégré cette ancienne ligne qui avait marché violemment ici avec un rebond entre 2 et 2,08. Mais finalement, c'est retombé et nous avons désormais des cours couverts par une résistance ici à 1,9771 sur le GBP NZD et la possibilité de voir le GBP NZD se replier jusqu'à 1,92. Le NZD est en forme, les devises émergentes sont en forme. Depuis justement, eh bien, je dirais une relative détente sur la courbe des taux d'intérêt aux États-Unis, et ça s'est fait dans l'immédiat suite à la conférence de presse de Janet Yellen, un peu partout. Si vous voulez, le mouvement haussier qu'on observait sur les rendements aux États-Unis avait globalement détourné des fonds d'un certain nombre de marchés, notamment des marchés émergents. Le fait de voir les rendements retomber aux US réengage des liquidités sur ces marchés, et ça profite au NZD, non pas en tant que devise émergente, mais en tant que devise des antipodes. Ça marche clairement bien. Le NZD en profite. GBP NZD ici reste désormais sous cette résistance à 1,9771. Et forcément, le GBP CAD, alors il tient le niveau dont j'ai parlé ce matin, les fameux 1,8670. Et j'éviterai de shorter les 1,8670 sur le GBP CAD, étant donné que sur le GBP CAD, c'est un niveau de support majeur. Il s'agit ici des précédents tops de 2014. Donc, mais GBP4 pourrait rester dans un range encore un peu avant éventuellement de s'extraire. J'aurais tendance à considérer que sur GBP4 les 1,8670 se payent, mais de manière générale GBP est sous pression et je pense que l'euro GBP peut tout à fait rejoindre 0,74, 0,75. En tout cas, vous avez ici sur les 0,72, 70, 0,72, 80, je pense un support de court terme à exploiter sur l'euro GBP. Alors, voilà en bref, moi ce que je peux vous dire sur ces paires de devises. Eurodoll atteint 1,0950. C'est un niveau de résistance qui est susceptible d'être franchi, je dirais, du point de vue du positionnement des traders particuliers chez FXCM, notre SSI. Le dollar US est sous pression, une statistique tombe dans 23 minutes avec un dollar US qui a la possibilité finalement de revenir tester le point bas ici suite au choc de volatilité du mercredi 18 mars. En clair, c'est quelque chose qui pourrait s'accélérer si les statistiques immobilières de 15 heures venaient à décevoir le marché. Donc ça, clairement, n'excluez pas ça. Et voilà, le dollar US n'est pas réellement, n'est pas sur un niveau de support. C'est vraiment 11 886, c'est le niveau dont je vous ai parlé ce matin. Alors peut-être que vous ne reconnaissez pas exactement ce graphique, c'est normal, ce matin j'ai parlé d'un graphique journalier, mais voici le fameux niveau en question, les 11 886, qui pourrait voir donc le dollar US retomber ici dans cette zone, et ce qui mécaniquement se traduit donc par un eurodoll qui va chercher ces fameux 1,0950. USD Yen, lui, devrait revenir tester lui aussi les fameux 119,30. Honnêtement, vis-à-vis du dollar US, le marché maintenant
va suivre ce qu'a dit la Fed, à savoir que la Fed maintenant va tenir compte de l'évolution des statuettes plus que jamais, et ne pas se contenter d'observer l'amélioration du marché du travail pour programmer un relèvement progressif de ses taux d'intérêt. Et c'est pourquoi ces chiffres de l'inflation ou encore ce secteur immobilier, voire les commandes de biens durables, vont avoir un impact sur le dollar US. Clairement, l'abaissement des prévisions relatives à l'évolution des Fed Funds crée un marché de stabilisation sur le dollar US et le met encore sous pression sur le court terme. J'éviterai donc de m'exposer davantage au contact de cette ligne de tendance haussière ici sur l'USD Yen. Elle a été testée la semaine dernière, elle a relancé, mais les cours sont restés couverts par un niveau de résistance ici. Donc soyons prudents ici sur l'USD Yen. Il y a un niveau de support ici à 119,31, mais pas avant. Donc je dirais qu'il est davantage sous pression. Attention, la UD-USD a réussi enfin à s'affranchir de cette oblique de résistance en place depuis le 8 septembre. La configuration technique de l'AUD-USD s'améliore. Ce marché évolue dans un range depuis très longtemps, depuis je dirais le début du mois de février, entre 0,7590 et justement ici les 0,7850. Observez à quel point toutes les paires en dollars testent des niveaux clés. La UD-USD teste la partie haute d'un range ici et donc c'est aussi un pivot à 0,7850. L'eurodoll, j'ai tenté de vous montrer l'importance du niveau des 1,0950. C'est aussi un pivot. L'USD-Yen va retomber sur les 119,30. Quant au GBP-USD, globalement, lui je pense que sa situation elle s'est complètement neutralisée sur le court terme. Donc quelque chose qui est difficile à lire d'un point de vue chartiste. Ici, le GBP-USD, toujours selon moi sous pression, sous les 1,50. C'est un niveau qu'on voit beaucoup mieux en utilisant les cours de clôture journaliers. Mais sur le GBP-USD, pour le court terme immédiat, étant donné que GBP est sous pression et que USD est aussi sous pression, vous avez cette espèce de range entre 1,48 et 1,50. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à aller chercher sur le court terme pour le moment du côté du GBP-USD. J'y verrai davantage quelque chose de plus intéressant à faire sur l'euro-GBP. Dans le cas d'un pullback ici sur ce qui pourrait être la ligne de coup d'une structure en V bottom ou creux en V au-dessus des 0,70. En tout cas, l'euro-dollar 1,0950, c'est le fameux pivot, c'est cette résistance, c'est la Kijun Daily. Les plus agressifs, alors déjà, les positions à l'achat, elles peuvent être débouclées au contact de cette résistance. Après, je peux imaginer que certains cherchent à mettre en place des stratégies de vente agressives, vu l'importance du niveau. Je dirais que l'avantage d'exploiter ce niveau, c'est que le stop, c'est 30 pips au-dessus, quoi. Ça passe, ça accélère. Donc voilà, en tout cas, ce type de gros pivots chartistes sont pratiques pour le money management. Les stratégies de cassure haussière, c'est des ordres d'achat stop au-dessus de la résistance. Et des stratégies de vente de la résistance, ce sont des ordres de vente à court limité du niveau. L'idée, c'est que dans tous les deux cas de figure, le money management est optimal. Parce que si on accélère et qu'on veut vraiment franchir, on doit vraiment mettre une belle verte. Et dans ces cas-là, le stop, il se met juste en dessous de l'achat stop. De la même cas de figure, vouloir vendre agressivement dans le cadre d'une stratégie de trading, les 1,0950 et le positionnement ici de la Kijun, attention, en données journalières ici, mais apposé sur un chart H4, voit un stop de protection juste au-dessus. En tout cas, les 1,0950 sont le pivot ici sur le cross euro-dollar. Alors, USD CAD, GBP CAD, etc., des paires de devises, il y en a un certain nombre, je vais continuer de vous en parler. En bref et en vrac, le Bund bénéficie cette semaine de la 3e semaine du programme d'achat d'obligations d'État par la Banque Centrale Européenne, le fameux PSPP ou Quantitative Easing. Ma vue de marché n'a pas changé. J'estime qu'il est toujours profitable d'exploiter le support à 158,50 et la moyenne mobile à 20 jours, ici positionnée sur un graphique montrant les bougies japonaises H4, pour envisager une appréciation du Bund en direction des 160 voire au-delà. Les achats d'actifs menés par la Bundesbank sur ce contrat, doublés du fait que les rendements obligataires se détendent aux États-Unis suite à l'abaissement des prévisions relatives au taux d'intérêt des Fed Funds, fait que globalement, on a maintenant, je dirais, une conjonction de soutiens fondamentaux en faveur ici de la poursuite de l'appréciation du prix de ce contrat. Ça, ce sont les fondamentaux. Sont-ils bien lus par moi ou pas? C'est un autre sujet, mais j'ai envie de dire que d'un point de vue technique, on peut constater que le marché a formé ici un support à 158,50. Et que d'une certaine façon, voilà, j'exploiterai donc cette MM20 pour envisager quelque chose. Sur le marché action, vous avez compris mon point de vue sur le FTSE.
Laissez-moi maintenant vous rappeler l'importance de l'indice IBEX. Alors l'IBEX, je vous ai proposé ce matin ici sur notre site un chart. C'est un article qui se trouve sur notre site. L'IBEX a réalisé la semaine dernière, vous avez ici les bougies japonaises en données journalières, une cassure haussière des sommets de 2014 ici. Je pense qu'on peut exploiter les précédents tops de l'année 2014 pour une stratégie positive sur l'IBEX. L'IBEX qui était en retrait. Au point haut des marchés, clôture la semaine dernière, lorsque le DAX prenait 24% depuis le 1er janvier, l'Eurostoxx 50 18 ou le MIB 20, l'IBEX n'était qu'à 8 ou 9%. Donc il y a un rattrapage du côté ici du marché action espagnol. Et en tout cas d'un point de vue technique, voilà, le fait d'avoir débordé les sommets de 2014, c'est un signal d'achat pour viser des résistances qui remontent à l'année 2010. Donc elles sont vieilles de 5 ans. C'est un niveau de support qui, je pense, peut être utilisé ici sur l'IBEX, que je trouve plus propre que le CAC ou le DAX sur le court terme. Alors qu'en est-il du CAC sur le court terme? Je vais tenter de vous répondre parce que je crois ne pas l'avoir du tout étudié depuis ce matin avec vous dans les différents points de marché proposés ce matin. Et pour cause, voici ici un graphique en données 4 heures. Je jetais un œil tout à l'heure à ce qu'on peut appeler, enfin en tout cas à ce que j'appelle la hiérarchie titre de l'indice CAC 40. Qu'est-ce que c'est la hiérarchie titre? C'est tout simplement un classement à un instant T des meilleures performances, actions françaises qui composent l'indice CAC 40. On peut regarder ça sur une séance, on peut regarder ça sur le 1er janvier, bref. Je vous rappelle que Peugeot a intégré l'indice CAC 40. D'une certaine façon, on remodélise le CAC 40 à l'image du DAX, en renforçant le poids, la pondération du secteur automobile, qui est le secteur industriel qui profite, je dirais, des perspectives d'accélération de la consommation des ménages, la consommation discrétionnaire au sein de la zone euro. C'est aussi le secteur industriel qui profite fortement du maintien à un niveau bas, désormais, du prix du pétrole. Le FRA 40. Au sein de la zone euro, je m'intéresse à la moyenne mobile à 20 jours. Avant de vous parler plus en détail du FRA 40, laissez-moi vous présenter l'indice Eurostoxx 50. L'Eurostoxx 50 évolue dans un canal de progression à la hausse ici depuis le 9 février. J'avais envisagé ici une structure en drapeau haussier dont les cours sont justement sortis par le haut la semaine dernière. Dans le sens de la tendance, je conserve une vue de marché fermement haussière ici, et ce tant que l'Eurostoxx 50 évoluera au-dessus de sa moyenne mobile à 20 jours. 3650 points, premier support horizontal. La structure est plus propre sur l'IBEX. Je vous rappelle l'IBEX ainsi que le FTSE 600. Le FTSE c'est juste parfait. Cassure des précédents tops historiques 6950, cible engagée 6153. Sur l'IBEX, eh bien c'est la cassure des précédents tops historiques à 11 000. Regardez ce qu'a fait le MIB. Les précédents tops de 2014. On les a cassés, on a fait le pullback. Je visais cette résistance de l'année 2011, ça y est, l'IBEX y est. Voilà, 23 250. Mais on n'ira plus haut que 23 250 sur l'IBEX. Eh bien, attendez-vous à un comportement similaire du marché action espagnol, représenté donc par notre CFD ESP 35. Je vous le remontre ici. Vous avez ici les bougies japonaises journalières de l'IBEX et vous retrouvez donc ici les précédents tops de l'année 2014 avec cette cassure haussière, engageant une cible, je dirais, 12 000 points sur l'IBEX cette année. Je pense que ce marché peut aller chercher sans difficulté les 12 000 points. Alors le CAC 40 est globalement maintenu à flot, non pas par le secteur automobile, qui est le secteur affichant la meilleure performance depuis le début de l'année, mais par le secteur bancaire. Les 4 valeurs bancaires du CAC 40 pondèrent à peu près 14% des variations de l'indice CAC 40 standard, soutenu aujourd'hui par le fait que la Grèce est attendue du point de vue de réformes cruciales qu'elle doit présenter cette semaine avec un Eurogroupe qui est prêt à les étudier à tout moment. La moyenne mobile à 20 jours sur le CAC 40 passe à 4 960 points. Le premier support horizontal chartiste passe à 5000 points, renforcé par la partie basse de ce canal de progression. Ce sont les 5000 points, et seulement les 5000 points, qui m'intéressent ici sur le CAC 40 pour réenvisager un redémarrage de la tendance de fond à l'image des 3630 points sur le Eurostoxx 50. Le DAX, c'est la même chose. J'ai proposé ce matin le fait que ce marché évoluait ici dans un range.
où se trouve la partie basse, eh bien je vais positionner ici un niveau de support horizontal, tout simplement, à 11 783 points. Vous retrouvez ici sur le DAX la moyenne mobile à 20 jours. J'ai clairement le sentiment, et c'est indicatif comme cette présentation, qu'il est trop tôt pour réinitier une position longue sur les actions zone européenne. J'anticipe davantage le fait que les cours soient dans l'attente des moyennes mobiles simples à 20 jours sur le CAC, le DAX, l'Eurostoxx 50, mais aussi l'ITA 40 et le SP35, l'Italie et l'Espagne, représentés ici par leur CFD. En tout cas, je vais ajouter ici le graphique de l'ESP35, le fameux IBEX dont je vous parle régulièrement. Le voici, l'IBEX. Voici le précédent top de l'année 2014. C'est ce niveau ici qui a été brisé par le marché en fin de semaine dernière. 11 242, regarde, c'est net et sans appel. Et cela ne ressemble pas à l'analyse technique du CAC 40. C'est quand même nettement plus proche, regardez. On casse le niveau, voilà où on est l'IBEX, ça monte en ligne droite. Il y a donc au sein même de la zone euro des arbitrages qui sont très nets et qui fait que il est finalement difficile de réserver le même traitement au CAC ou à l'IBEX. En cas, et je pense que cela peut intervenir, de pullback de l'IBEX sur les précédents sommets 2014 ici à 11 240 points, ce serait un scénario parfait pour prendre le train en marche et viser les 12 000 points sur ce marché. Hors de question, bien sûr, de shorter pour exploiter le pullback. C'est complètement incertain un pullback, étant donné que la tendance de fond a toujours le dessus. En tout cas, voilà ici ce qui m'intéresse, et en zoomant, et vous êtes ici sur les bougies japonaises H4, donc je vais d'ailleurs les ajouter, les bougies japonaises H4. Voilà. On voit ici vraiment ce niveau des 11 250 et 11 240. Voilà, et je pense qu'on pourrait exploiter ici ce niveau si on y revient. D'ailleurs, on peut ajouter la fameuse moyenne mobile à 20 jours dont je vous parle sur l'Eurostoxx 50 et globalement sur les marchés à actions européens. La voici, hop. Bon, bah elle est là. Donc l'idée, alors par contre là c'est la 20 fois H4, donc je vais dans Data Source et je choisis le D1. La voici. Donc concrètement, on peut envisager que ce marché pullback ou fasse simplement un range et derrière relance. En tout cas, voilà, d'un point de vue technique, c'est sans appel. Casser précisément les plus hauts 2014, ça casse, on paye là et on relance dans le sens de la tendance. À cela peut venir s'ajouter sur ce marché action espagnole ce type ici de canal de progression. Voilà. Enfin voilà, je pense que c'est un bel actif. Alors qu'en est-il maintenant des métaux précieux et d'autres paires en dollars, si cela vous intéresse, je pourrais les évoquer, avec donc pour le moment un euro-dollar qui cale sous ces fameux 1,0950. C'est le pivot, c'est le pivot. Autant vous dire que personne ne peut présager de ce que vont réaliser les cours par rapport à ce pivot. On voit bien déjà la réaction du 18 mars. Ça va jouer, soit cet après-midi, soit peut-être davantage demain avec les chiffres de l'inflation donc aux États-Unis au titre du mois de février. En tout cas, sur ce graphique D1, moi je vais laisser la Kijun H4, c'est ce que je surveille. Bon, les métaux précieux, l'argent et le gold. Deux choses. L'argent tout d'abord. L'argent plus fort que l'or. J'ai un chart à vous montrer qui est un graphique en données journalières. J'ai réalisé la capture d'écran ce matin, donc laissez-moi aller chercher, je vais vous le montrer. Qui montre qu'en fait que finalement ce marché de l'argent est complètement dans un range. Voilà, ça charge. Donc voilà, ça c'est une capture d'écran que j'ai réalisée ce matin. Les bougies japonaises en données journalières. Voyant finalement évoluer l'argent métal dans un range délimité par le support à 15,25 $ et la résistance à 18,55 $. Donc à l'intérieur on peut osciller. Il y a un niveau horizontal d'importance à 17,30. D'ailleurs ce matin j'envisageais justement le fait que ce marché rejoigne les 17,30. L'argent a donné un signal d'achat la semaine dernière en réalisant une cassure haussière de cette oblique de tendance baissière, en prenant d'ailleurs après appui dans le cadre d'un beau pullback, ça relance, et les 17,30 se trouvent ici. Donc j'aurais tendance à dire que l'argent peut rejoindre les 17,30. Il y a un tout premier support ici qui se trouve à 16,60 et une toute première résistance à 16,89.
16,60, 16,89, ça vient délimiter le range de court terme ici sur l'argent métal. Est-ce que ce marché peut pousser jusqu'à 17,30? Je pense qu'il le peut dès lors qu'il préserve cette oblique de tendance haussière qui est justement celle de la jambe de hausse actuelle. Donc voilà actuellement dans quoi évolue l'argent, ce type de structure. Et voilà, tant qu'on tient cette oblique, pourquoi pas envisager. Mais là, maintenant, on s'est vraiment neutralisé 16,60, 16,88. Et finalement, les 16,60 peuvent être lus comme un niveau de support à 17,30 quand même. C'est un niveau, c'est ce pivot là, hein, le niveau des 17,30. Ce sera déjà un bel objectif qui aura été justement atteint. Et donc, au moment où nous voyons l'euro-dollar tester le pivot des 1,0950, on voit toujours que USD Index travaille cette zone ici, hein, cette ancienne oblique ici, alors que je vais essayer de mettre voilà, un peu plus de cette couleur là qu'on la voit davantage, ainsi que le niveau horizontal qui se trouve ici donc à 11 950, petit niveau horizontal, c'est voilà, c'est plus bas là. Mais bon, je vais même l'enlever, voilà, c'est cette zone là qu'on travaille, sachant que le niveau horizontal vraiment sympa c'est les 11 886. Le NZD USD, soyons méfiants. J'ai tenté ce matin de livrer une anticipation dessus à la croisée des chemins, plus que jamais, peut-être encore plus fort que les 1,0950 de l'eurodoll, car les 0,76, 0,7650 sont à la fois la ligne de coup d'une hypothèse de double bottom sur 0,7180 ou la résistance majeure. Mais là, on la travaille quand même sacrément sans qu'il y ait un rejet. Donc là aussi, c'est la clôture D1 qui compte, car si nous avions ce soir une grosse mèche haute, et je dirais une clôture sous les 0,7580, il y aurait un risque de retomber chercher cette ligne de tendance. Une vraie cassure haussière de la résistance des 0,76, 0,7650 renverrait ce marché à 0,7850, essentiellement du fait que l'USD serait sous pression. Alors, les statistiques US, justement, elles tombent à 15h, à 16h. Donc ça va permettre d'en savoir un peu plus sur le devenir du dollar US, avec ces chiffres dans l'immobilier résidentiel anciens, hein, qui sont attendus aux États-Unis. Et pour le moment, on voit que les tout premiers pivots atteints par les paires majeures ont tendance à caler la reprise technique, à voir. Et donc USD Yen, lui, teste la partie basse de son canal. Bon, on voit à peu près comment les choses se goupillent. Les métaux précieux, j'en ai parlé. Les indices boursiers européens, je pense n'en avoir oublié aucun. J'en ai franchement évoqué un grand nombre. Si d'autres marchés vous intéressent, n'hésitez pas. Ensuite, nous avons en vrac d'autres paires de devises que je peux proposer ici dans le tour d'horizon des charts H4. La UDCAD, franchement, la UDCAD, c'est un range. Enfin voilà, c'était entre 0,95, 88 et 0,98, 50. Pas grand chose à faire. La UD Yen, c'est exactement le même topo. Alors par contre, la UD Yen, il est sous résistance. Alors là, pour le coup, il y a un range là, et bon, bah, je serais pas choqué moi d'adopter une stratégie de vente dans la partie haute du range. Voilà ce que vous propose la UD Yen. Donc là, en l'état, oui, la UD Yen est sous résistance. 94, c'est une résistance sur la UD Yen qui peut être exploitée pour une stratégie de vente dès lors qu'elle sera protégée par un stop au-dessus de cette mèche. Ici sur la UD Yen, un stop au-dessus des 94,16. Donc oui, on peut en effet envisager ici une stratégie de vente des 94 sur la UD Yen, protégée par un stop au-dessus des 94,16. Hein, ça, c'est un fait. Ça peut être intéressant. Je vais quand même mettre ici l'USD pour voir comment le marché va réagir à la publication des statistiques immobilières. Je vais simplement retirer ça. On va pouvoir le mettre et le travailler d'un peu plus près. En tout cas, la UD Yen, les 94, une résistance pour potentiellement une stratégie de vente. La UD NZD, je n'ai pas grand chose à vous livrer sur ce marché. Le CAD Yen, il existe aussi un range, mais là inexploitable, on est en plein milieu. Donc entre AUD CAD, AUD Yen ou CAD Yen, c'est normal qu'on trouve des ranges sur des monnaies faibles comme ça qui se confrontent, mais je pense que la UD Yen, il y a quelque chose à faire. L'euro AUD se trouve désormais sous ces fameux 1,40. La situation technique de l'euro AUD s'est complètement neutralisée entre 1,38, l'énorme support, et 1,40, vraiment une résistance aussi très décisive. Donc sur le court terme, l'euro AUD entre 1,38 et 1,40, c'est neutre.
L'Eurocad. Alors, l'Eurocad, lui, est dans un rebond technique en direction de sa première résistance ici à 1,3750, 1,38. Une stratégie négative pourrait être envisagée sur l'Eurocad, je pense, dans cette zone ici, là. C'est donc ici que j'envisage la première zone résistance sur l'Eurocad, entre 1,3750 et 1,3820. Là, on est dans une forme de reprise qui est probablement soutenue par ce type d'oblique. Voilà, donc tant qu'on est au-dessus, pour l'instant, on peut continuer de se reprendre. Mais finalement, je peux avoir le sentiment qu'on a une jambe de baisse et qu'on fait une espèce de reprise en drapeau. Et que nous aurions ici une zone de short optimale, protégée par un stop au-dessus d'un 38,15 pour envisager derrière le redémarrage. Bon, en tout cas, je surveille, le timing n'est pas là. Là, je vois davantage un timing sur la UD Yen. Hein. La UD Yen, c'est franchement pas mal, cette résistance à 94. Honnêtement, c'est du range trading. Là du coup, il y a même pas, on se casse pas la tête avec une tendance. C'est vraiment du range trading et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait exploitable ici sur cette paire de devises. Hein. L'Euro CHF, je vous ai proposé un article sur notre site vendredi. Il n'y a rien à y faire. C'est une structure élargie, inexploitable du point de vue des stratégies trading. D'autant plus que la Banque nationale suisse peut intervenir à tout moment, mettant en risque les positions. L'Euro GBP, vous l'avez compris, je pense qu'on a donné un signal positif en réalisant une cassure haussière des 0,7285 et j'y vois probablement davantage de potentiel sur cet Euro GBP. Et étant donné que l'euro dollar est couvert par les 1,0950, j'aurais tendance finalement à davantage m'intéresser à des stratégies positives du côté de l'Euro GBP. Hein. Ça, c'est ce que j'ai tenté de vous proposer comme approche tout à l'heure. Alors, 15 heures, je prends connaissance des stats. Et je vais ensuite répondre à vos questions, sachant que dans des paires de devises, il y en a beaucoup. Si d'autres vous intéressent, on peut en parler. On envisagera aussi les marchés actions américains, et notamment le fameux Nasdaq. Alors, je pense que les statistiques sont intéressantes, 1,2% en rythme mensuel. C'est donc inférieur au consensus, mais supérieur au mois précédent. Globalement, c'est pas mal. C'est pas mal. Le taux de variation des ventes dans l'immobilier ancien aux États-Unis est de 1,2% en février. Le marché a anticipé 1,7%, mais en janvier, il y a eu une contraction de 4,9%. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas exceptionnel non plus. Donc, malheureusement, ça ne va pas nous aider. On voit que forcément, c'est une statistique qui est suffisamment solide pour maintenir l'euro-dollar sous les fameux 1,0950. Ce pivot très important, hein, à la fois chartiste, ici, cette ligne de tendance, et la Kijun Daily. Donc là vous avez l'eurodoll en données H4, je vais voilà, l'abaisser ici, qu'on voit davantage le watermark et qu'on voit donc bien qu'il s'agit de l'eurodoll, mais voilà. Finalement, tant qu'on se maintient, tant qu'on se positionne sous ces 1,0950, il y a quand même un risque. Maintenant, ça va jouer du côté de l'euro. Hein. Mario Draghi qui parle à 15h30 devant le Parlement européen, Monsieur Tsipras qui est attendu en fin de journée. Ce sont cette fois-ci des éléments qui vont venir influencer la partie euro dans le cross euro-dollar. Donc voilà, donc dollar US, regardez ici en H4, dollar US tient cette fameuse ligne. Alors, cette ligne chartiste rose que je vous présente, à quoi correspond-elle, hein, je vous la remontre. C'est celle-ci, elle attrape tous les sommets les plus saillants et elle passe là. Donc on voit que le marché la travaille. Et finalement, tant qu'on la tient en clôture, regardez, je passe en cours de clôture, voilà. Tant qu'on la tient en clôture, il ne faut jamais exclure la possibilité de voir dollar US redémarrer. Mais voilà, pour l'instant, on la travaille, ça va un peu à la croisée des chemins. L'once d'or, j'étudie la possibilité, mais c'était qu'une hypothèse, de voir le XAU USD dans la partie haute de ce canal de baisse proposer une espèce de compression. Faut pas en exagérer la portée, mais je vais ici tracer une oblique en attrapant précisément les points. Et voilà donc ici ce que je peux envisager du côté de l'once d'or. Bon. On va prendre le point le plus extrême. Bon, on est dans voilà, vraiment sous la partie basse de ce canal. La zone vraiment résistante pour moi sur l'once d'or, c'est 1195 1200 dollars. Une zone sous laquelle on peut aller la chercher, mais sous laquelle j'aurais tendance à rester prudent. Comment expliquer l'actuelle surperformance des cours de l'argent métal par rapport à l'once d'or? Alors là, honnêtement, je n'ai pas la réponse sur le plan des fondamentaux. Mais voilà, tant qu'on reste dans ce canal, il y a un risque que ça redémarre. Ce qui serait négatif, ce serait de recasser les 1177. Car si l'once d'or
recasse ce niveau ici, ça veut dire qu'il resterait enfermé dans son canal et qu'il pourrait redescendre. Une extraction haussière du canal verrait l'once d'or se reprendre davantage. Bon, globalement, je suis neutre au niveau actuel des cours sur l'once d'or. Ouais, c'est un vrai choix aussi d'être neutre. Je ne le suis pas sur le foot 600. Je pense que vraiment, on a un beau signal d'achat qui a été donné la semaine dernière, ou encore l'IBEX. Et puis sur d'autres marchés, je vais être davantage neutre en mettant en avant des pivots. Le Nasdaq 100, ça reste mon indice aussi boursier préféré, notamment depuis le rebond sur 50% de retracement. Ici, on avait les précédents top de 2014. On recasse, on pullback, ça relance. Suite au FOMC, on a franchi cette ligne de tendance haussière, ça relance. Je visais un retour au contact des sommets historiques, c'est fait à 4480 points. Je pense que le Nasdaq 100 peut poursuivre. Il donnerait le signal en réalisant une cassure haussière des 4480. Si le Nasdaq 100 casse les 4480, il file en direction de ces sommets historiques cette fois-ci, qui remontent à l'année 2000 et qui sont autour des 4700 points. Premier support sur le Nasdaq 100 à 4440 points. Pourquoi pas envisager une stratégie positive de court terme au-dessus du support à 4440 points ici sur le Nasdaq 100. Voilà donc ce que je pouvais vous livrer comme point de marché. Des actifs, il y en a d'autres, mais maintenant je vais lire vos questions. Alors, les nouvelles émissions commenceront lorsque nous serons prêts. C'est dans le pipe, comme on dit. Ça fait partie des produits qui seront bientôt proposés gratuitement sur DailyFX, bien sûr. Donc produit façon de parler. Ça arrive. D'ailleurs ce soir, Sylvain Loganadin, nouvel analyste qui nous a rejoint, qui animera une partie des nouvelles émissions, vous le retrouvez ce soir de vive voix en salle de trading pour un webinaire sur les bases de l'analyse technique. Ce soir à 18 h, vous pourrez retrouver Sylvain justement qui se présentera et qui présentera justement un premier webinaire sur dailyfx.fr. Euro-Yen, GBP Yen, c'est parti. Alors Euro-Yen et GBP Yen. Alors le GBP Yen est sous pression depuis la création d'une structure en épaule, tête-épaule, avec une ligne de coup validée à la cassure des 181,60 qui était un pivot horizontal important d'ailleurs. Sur ce chart figurent les cibles théoriques de cette structure d'inversion de tendance. Je vais d'ailleurs les positionner de cette couleur là, qu'on puisse les voir de manière limpide. Et ensuite je vais vous donner ma vue de marché sur le court terme. Voilà, comme ça on est propre. Donc, ce qui était plutôt aussi négatif sur le GBP-Yen, c'est de voir finalement réintégrer cette ancienne ligne qui montre que GBP globalement est sous pression. C'est pourquoi je m'intéresse à l'euro GBP. On a atteint un certain nombre de cibles ici. La cible finale, une cible qu'on pouvait envisager ici à la cassure des 181, c'était de revenir chercher les 176 ici sur le GBP-Yen. Est-ce que le GBP-Yen peut rejoindre encore les 176? J'ai envie de vous y répondre oui, si le marché se maintient sous la résistance à 180 ici. Donc oui, le GBP Yen est sous pression et il pourrait, donc là on s'est plus ou moins neutralisé, mais il y a tout à fait sous les 180 la possibilité de le revoir encore se déprécier davantage. Alors l'euro-yen, que penser de l'euro-yen? Eh bien l'euro-yen, lui, c'est forcément pas la même chose que l'euro GBP, que le GBP yen, étant donné que justement que le euro GBP monte. Il y a un niveau ici que je suis sur l'euro yen. C'est un niveau. Alors attendez, je vais le positionner correctement. Alors hop. Pourquoi je n'arrive pas à l'attraper? Voilà. Donc ça, on tente de le réintégrer. Ensuite, si on raisonne en cours de clôture, vous voyez que ça se situe là. Donc, je vais le positionner close 131, le pivot sur l'euro yen. Il y a quand même beaucoup de prix pivot actuellement sur l'euro. On a vu les 1,0950 sur l'euro doll et les 131 sur l'euro yen. Pour autant, sur l'euro yen, j'éviterai d'utiliser ce niveau horizontal des 131 pour une stratégie de vente. Réenvisager des ventes sur l'euro yen uniquement si on brise la ligne de reprise en place ici. Donc
Voilà, l'euro-yen, je pense que nous avons ce type d'éléments. Et si le marché refranchit les 131, l'euro-yen pourrait pousser davantage, retracer davantage ce mouvement-là, mais on ne sait pas non plus. On pourrait pousser jusqu'à 133, quoi. Éventuellement 133 si on refranchit les 131. Mais je reste quand même méfiant parce qu'on est sous cette résistance. Enfin, sur le court terme, on voit qu'en daily, la résistance c'est celle-là, c'est les 131,80. En effet, le marché pourrait revenir chercher ici les 131,80. Voilà, c'est ça que je pense. En effet, on peut revenir chercher les 131,80. Et voilà, on a un premier support ici sur les 130,40. Le Rodol qui repart à l'assaut des 1,0950. Le fameux pivot. Ok, le SP500. Alors, nous avons pris connaissance des chiffres de l'immobilier. USD CAD, SP500, DAX et Bund. Ok, voilà, 4 actifs. Je les fais dans l'ordre. Alors, SP500 tout d'abord. Le Nasdaq 100, je vous ai donné déjà ma vue de marché. Elle est haussière et le reste. Le SP500, notre ami, le SP500, lui aussi, a donné un signal positif en réalisant une cassure haussière de la ligne de tendance baissière en place ici le 2 mars. Signal d'achat sur l'espace 18 mars. Pourquoi? Parce que les marchés actions US bénéficient de la faiblesse, je dirais des abaissements de perspectives de relèvement des taux d'intérêt aux États-Unis, tout comme cela profite au FTSE 100 avec cette nouvelle faiblesse de la livre sterling sur le marché des changes. Le SP500, je pense, sur le court terme, va venir retester ses sommets historiques. Les sommets historiques du SP500 se trouvent à 2120 points. Du côté des véhicules pour jouer l'appréciation du marché action US, je préfère le Nasdaq. Ça, j'ai toujours préféré le Nasdaq. Bon, sur le court terme, voilà, 2120. Si le SP500 réalise une cassure haussière des 2120, on relance dans le sens de la tendance. Mais dans l'immédiat, viser 2120 me semble crédible, tout comme viser les 18 280 points ici sur l'indice Dow Jones des valeurs industrielles depuis la cassure haussière de cette oblique de tendance ici avec un signal qui a été donné le 18 mars justement suite au FOMC. Donc là j'ai le sentiment que le Dow Jones va revenir chercher ici ces sommets historiques. Bund USD CAD, Bund, j'en ai parlé tout à l'heure. Le Bund, je pense que ce marché peut relancer et j'étudie le niveau actuel testé par les cours, la moyenne mobile à 20 jours et ce que j'estime être ici un petit support. Nous avons eu ici des achats de la Banque Centrale Européenne suspendus, à nouveau la semaine dernière la Banque Centrale Européenne. Aujourd'hui d'ailleurs nous attendons les chiffres. Mario Draghi va communiquer au Parlement européen tout à l'heure et dans l'après-midi, Eurosystème va communiquer les achats d'obligations d'État qui ont été réalisés la semaine dernière. Donc ça c'est important et je pense que ces marchés attendent justement un rapport de la Banque Centrale Européenne sur ce sujet. Voilà, ça ce sont des choses qui sont attendues. Moi le Bund, je pense qu'on peut utiliser les 158,50 petite position pour une stratégie positive dans le sens de la tendance et éventuellement patienter que l'indicateur technique RSI en données H4 vienne tester ici cette oblique. L'USD CAD maintenant pour reprendre vos questions dans l'ordre. L'USD CAD, alors ça l'USD CAD c'est un énorme et vaste et long range en place depuis la fin du mois de janvier. Les dynamiques USD et CAD se sont neutralisées. Un range entre 1,2375 et 1,28. On teste un support là à court terme sur l'USD CAD, cette ancienne ligne de tendance. On la teste. C'est pas forcément évident parce qu'il y a aussi cette ligne de tendance qui avait servi qui passe un peu plus bas. J'ai plutôt le sentiment qu'on est en plein milieu du range là. On peut toujours chercher à tracer des obliques à droite à gauche pour se rassurer. Mais finalement je suis complètement neutre sur cette USD CAD. Le NZD USD peut-il baisser sur l'euro dollar monte? Bah tout à fait. Tout à fait.
dans des moments où NZD ou euro vont avoir plus d'impact que USD sur le marché d'échange, tout à fait. Là, le NZD USD, hein, je vais vous montrer un chart en données journalières. Lui aussi, sa clôture D1 sera très importante. Regardez, le NZD USD, il tente de valider ici la ligne de coup d'un potentiel double bottom sur 0,7175. Donc je ne sais pas à combien va se faire la clôture du NZD USD, mais si elle se fait au-dessus des 0,7610, ce serait un signal de double bottom pour viser 0,7850. Sauf que ce soir, on peut très bien clôturer ici à 0,7550, mèche haute, rejet et ça recoule. Donc là aussi, le NZD USD est à la croisée des chemins. Et étant donné que derrière cette croisée des chemins, nous aurons des mouvements plus directionnels, c'est comme l'eurodoll, mieux vaut attendre la clôture D1. C'est un conseil. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que je présente les choses. Et l'euro GBP, j'en ai beaucoup parlé donc au début du point de marché, et vous avez sur notre site un article. Je vous ai expliqué que l'euro GBP pouvait probablement pousser en direction des 0,75 au sterling, avec un signal d'achat qui a été donné aujourd'hui à la cassure des 0,7285, avec une structure en V bottom ou creux en V au-dessus ici des 0,70. Voilà, j'ai répondu à l'ensemble de vos questions. Nous sommes ensemble depuis 1 heure. Merci d'avoir été attentif à ce 3e webinaire de la journée. Rendez-vous à 18 h pour un webinaire sur les bases de l'analyse technique qui sera animé par notre nouvel analyste Sylvain Loganada. Merci à tous.